Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Mains dans la Terre. Je m'appelle Sarah et pendant 6 mois, je pars mettre les mains dans la terre aux côtés de paysans et de paysannes des fermes de France pour leur poser la question suivante. Comment revient-on à une agriculture nourricière ? À une agriculture qui nourrit son territoire au lieu d'être exportée ailleurs. Je pars donc à côté de chez nous, à la rencontre de celles et ceux qui chaque jour mettent les mains dans la terre. D'où viennent les graines que nos agriculteurs et agricultrices plantent ? Bien loin du modèle de nos ancêtres où les paysans semaient d'une année sur l'autre les graines de leur propre récolte, la situation aujourd'hui a bien changé. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène donc à la rencontre de François du Jardin des Torrens, qui cultive des semences paysannes avec sa femme Aurélie. Ils nous racontent leur histoire, comment ils se sont installés dans leur micro-ferme en puisée et comment ils en sont venus à cultiver des semences paysannes. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, je suis au Jardin des Torrens avec François. Donc bonjour François. Bonjour. Est-ce que Bienvenue. tu peux te présenter en 2 mots et puis nous dire où nous sommes exactement aujourd'hui ? Alors, du coup, moi je m'appelle François, donc je suis paysan, c'est important. Mon statut social est agriculteur, voire exploitant agricole, et moi je me sens plus paysan, c'est-à-dire habitant du pays. On est en Puisaye, qui est une petite région magnifique de Bourgogne, entre en gros Auxerre, Nevers, Montargis, voilà, qui est une petite région dont on est tombé amoureux avec ma femme Aurélie, qui est donc la patronne aussi ici, hein, qui est ma femme et mon associé. Et nous, on est un peu la ferme de la diversité dans le coin, dans le sens où on est maraîcher, mais de moins en moins. On est horticulteur de plus en plus, on est producteur de semences de plus en plus, on est transformateur aussi de plus en plus, et on fait aussi des animations pédagogiques. Alors, ce qui est important pour nous avec les animations, c'est de transmettre et de donner envie. On est arrivé ici il y a une dizaine d'années. Au départ, il n'y avait rien, hein, comme je t'ai expliqué. C'était vraiment une prairie tondue une fois par an. Et voilà, là, on se retrouve avec plein de choses, avec un petit peu d'animaux. Il y a Super Câlin, qui est notre mascotte, qui est né ici. On a, Le chien, du coup. ouais, le chien, pardon, oui, le chien Câlin. On a Archie, notre ânesse, qui nous aide aussi pas mal à entretenir le terrain. Bon, on avait avant un petit poney aussi, mais qui est mort cet automne, malheureusement. Puis, on avait repris un petit âne, mais bon, on avait repris une petite ânesse qui s'est avérée être un âne. De biscotte, il est passé à biscotto. Donc voilà, le propriétaire nous a gentiment accepté de le reprendre parce que nous, on ne se voit pas du tout faire de l'élevage. Avant, on avait quelques poules, mais cet hiver, le renard est passé. Et puis on est un peu fou et on s'est un peu laissé avoir, mais on a aussi 6 chats. Et donc ça pour l'écosystème, c'est pas terrible non plus. Donc on les nourrit bien, donc comme ça... On essaie qu'ils n'embêtent pas trop les oiseaux, etc. Et puis on a 2 enfants aussi, Eléa qui a bientôt 14 ans et Pierre qui a bientôt 9 ans. Ok. Voilà les habitants. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités ici. Et j'ai l'habitude de commencer chacun des épisodes par une brève de campagne pour que les gens puissent imaginer un petit peu à quoi ressemble la vie et le quotidien au Jardin des Torrens. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé sur votre ferme cette semaine ? Du coup, le quotidien là, c'est on a, t'as vu, t'as planté avec Aurélie un peu dans le jardin des choses qui vont être pour la reproduction de semences. Mais là, c'est quand même vachement les plants, hein. Nous, on a une très très grosse saison de plants. Donc c'est du semis, du repiquage. Vu qu'on n'a pas encore le matos qu'il faut, t'as vu, c'est de trouver de la place, replacer des trucs à droite à gauche, ranger et tout. C'est vrai que ça, c'est une sacrée logistique. Ensuite, tu vois, le week-end prochain, on a 2 foires en même temps sur Paris, plus la vente à la ferme. Ouais. Voilà, c'est un sacré défi aussi. Donc tu vas voir que demain, on va cavaler dans tous les sens. Je serai un peu moins détendu. Et donc là, on est en direct de la serre avec Théo qui est en formation ici et qui est en train de repiquer. Donc Théo, est-ce que tu peux nous expliquer comment on repique des tomates ? Ouais, alors on fait un trou, enfin on met de la terre dans les godets, Ouais. après on enlève la motte des tomates et on fait un trou dans la terre qui est dans le godet quoi. Des mini-mottes, c'est des plaques des mini-mottes. Et on prend la mini-motte et on enfonce au fond du godet et on recouvre de terre. Ok. Alors c'est quoi les plus importants là? Parce que j'en profite pour tester un peu. Alors c'est quoi les 2 gestes importants? Du repiquage. Ouais. Genre bien enfoncé, Pour parce qu'il y a les petites tiges
par les racines. Ouais, voilà, Alors. parce que ça va bien raciner le long de la tige, mais aussi pourquoi? Qu'est-ce qui est important entre ta mini-motte et le fond de ton terreau? Faut pas qu'il y ait. Ah, mais de l'air. Voilà. Enfin, Faut vraiment que ce soit bien cohérent. ouais. Parce que ça peut être une zone de problème, de champignons, de tout ça, et du coup, faut bien appuyer. Et la deuxième règle ultra importante, c'est quoi? Euh, c'est l'amour. Ah, faut envoyer plein d'amour. Parce que voilà, Beaucoup. le pouvoir de l'intention. Voilà, c'est la règle au Jardin des Torrens. Voilà. L'amour. En plus, ça nous permet de rigoler, parce que bon, même si on en bave, enfin, si on rigolait pas, ce serait pas drôle. Donc juste pour préciser, voilà, Théo il est en stage cette semaine, mais il devrait nous rejoindre la semaine prochaine en service civique. Et du coup je suis assez fier de dire qu'il va retourner à l'école aussi peut-être bientôt, vu qu'il voulait plus aller à l'école. Et du coup on va sûrement le prendre comme apprenti peut-être à la rentrée, on va voir ça. Du coup, comment vous en êtes, vous, arrivé là avec Aurélie et quel parcours vous avez suivi? Quels ont été vos déclics pour arriver à vous installer aujourd'hui ici et quitter Paris pour vous installer au Jardin des Torrens? Nous on a démarré l'activité en 2013. En gros, au départ, on venait suite aux lectures de Pierre Rabhi pour l'autonomie. Et on est parti de région parisienne, c'était le terrain le plus grand qu'on ait trouvé, qui était dans nos moyens aussi. On a reculé petit à petit pour tomber par hasard sur ce terrain. Et au départ, on voulait monter un écolieu autonome et pédagogique. Donc, on parlait d'école alternative, on parlait d'habitat groupé, puis de transmission, de permaculture aussi, parce qu'on suit l'éthique de la permaculture. Et du coup, au fur et à mesure des années, donc ouais, c'était 2010-2011, ça, vu la demande qu'il y avait notamment pour des légumes, on s'est dit qu'on avait quand même 1 hectare, donc on s'est dit qu'on pouvait commencer à nourrir des gens. Et notamment tous mes collègues que j'avais sur Paris, parce que je bossais dans un conservatoire et je ramenais tous les... T'as vu, dès que tu fais du jardin, voilà. Moi qui fais dans la demi-mesure, on avait, genre quand t'as 24 pieds de courgettes, au bout de 15 jours, t'en as marre de manger des courgettes. Donc je ramenais des légumes à tous mes copains du boulot qui me disaient mais non, moi je veux des paniers, vas-y, je suis prêt à payer, arrête de nous donner, etc. Donc on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis on participait aussi à une petite épicerie associative dans le coin, et puis pareil, on a vu qu'il manquait beaucoup de producteurs. De toute façon, en France, on n'est pas autonome. De toute façon, on manque toujours de producteurs en France. Là, nous, on le voit bien maintenant. Et du coup, on a démarré l'aventure comme ça. Au départ, ce qui était rigolo, c'est qu'on a été voir la chambre d'agriculture et qui comprenait rien à notre projet, qui nous disait qu'il n'y avait rien d'agricole. Donc en fait, en gros, on passe pour des extraterrestres auprès de tout le monde, hein, depuis très longtemps et encore maintenant. Et du coup, il y avait un truc qui s'appelait la SMI, c'est la surface minimum d'installation. Et ça a changé, heureusement, depuis. Donc en gros, on ne pouvait pas s'installer comme maraîcher parce qu'on n'avait pas assez de surface, quoi. Parce que là, on a 1,3 hectare en tout. Et l'année dernière, on a cultivé sur environ 3-4 000 mètres carrés, quoi. Du coup, on a démarré en association, parce que c'est vrai que les associations, la 1901, nous laissent quand même la liberté de pouvoir faire des choses. Voilà, on a bossé quand même pendant 7 ou 8 ans bénévolement, ce qui nous a permis de construire l'outil de travail, toi, d'investir dans tout ce que tu vois, l'achat des arbres, des clôtures, des serres, de l'irrigation un petit peu. Et du coup, on a passé avec Aurélie au BPROA, le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Donc ça y est, maintenant, on peut exploiter la nature et l'État nous soutient pour ça. Donc ça, on trouve ça un petit peu horrible parce qu'on est quand même plutôt des décroissants et moi, je me vois pas du tout exploiter la nature, comme mes personnes d'autres d'ailleurs. Et ça nous a bien remis les pieds sur terre. La réalité, on a eu la chance notamment de rencontrer Dominique, qui fait partie d'une asso qui s'appelle le Mouton Zébré, qui est notre... c'est rigolo cette asso. Qui est notre animatrice, notre médiatrice entre Aurélie et moi, parce que pareil, travailler en couple, c'est pas du tout évident. Ça s'apprend vraiment, et d'ailleurs on a failli tout perdre à cause de ça aussi. Donc heureusement qu'il y avait Dominique pour nous aider là-dessus, et puis d'autres. Hein. Et moi j'ai fait énormément de stages, on a fait avec Bio Bourgogne, on a fait énormément de formations aussi, en petites journées, etc. On s'est beaucoup cultivé sur la chose. Mais nous, vu qu'on venait un peu du monde de la permaculture, on s'est un petit peu fait avoir par les mirages ou les chimères de la permaculture qui te disent qu'en gros il ne faut pas grand-chose. Enfin, à l'époque, il y a 10 ans en tout cas, il y avait des études et des chiffres d'une ferme très bien connue que je ne citerai pas, mais qui disait que voilà, on pouvait sortir un SMIC sur 1000 mètres carrés. Soit c'est des génies, soit moi je suis débile, mais nous on n'a pas réussi en tout cas. Voilà. Et permaculture ou pas permaculture, nous ce qu'on veut mettre vraiment en évidence, c'est la condition paysanne en France, quoi. C'est que
La moitié des agriculteurs se payent moins de 400 euros. Alors c'est pareil, soit c'est des profonds abrutis, mais il y en a quand même pas mal. Soit notre société est malade et il y a un problème. Les gens ne sont pas rémunérés à la hauteur des services qu'ils nous rendent, quoi. Sachant que enfin voilà, nous on voulait changer l'agriculture, du coup on s'est dit bah il faut qu'on devienne acteur de cette agriculture. Et on se voyait pas du tout, enfin déjà sur un hectare, c'est c'est assez petit, mais on est très peu mécanisé, on a un petit tracteur quand même maintenant. Mais t'as vu, on fait tout à la main, on plante tout à la main, on désherbe à la main, pour l'instant en tout cas. Et on se voyait pas ultra mécanisé. Et ce que je dis souvent, toi, quand on posait les godets et tout, c'est que face à nous, on a des machines, quoi. Ouais. L'abaissement des coûts, c'est grâce aux machines, donc grâce au pétrole. Je sais plus, c'était Ferme d'Avenir, ou je sais plus quel, ou peut-être les Greniers d'Abondance qui avait sorti ça, qu'il faut, pour produire une calorie alimentaire, il en faut 25 ou 30 en énergie pétrole. Et pour en revenir du coup au modèle plutôt atypique de votre ferme ici, tu disais que vous aviez un modèle associatif et qu'au début, tu disais que vous étiez un peu passé pour des extraterrestres dans le milieu et qu'on vous reconnaissait même pas faire de l'agriculture. C'est quand même étonnant. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet et en fait, enfin, d'où ça vient un petit peu ce clivage entre des projets un peu innovants comme le vôtre et ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, j'imagine alors? Alors moi je l'appelle chimique, mais ce qu'on appelle le conventionnel, c'est pour moi du chimique. Parce que pour moi, le conventionnel, ce serait l'agriculture bio. On dit que l'agriculture bio, c'est moderne, mais il y a 50 ans, l'agriculture était 100% bio, quoi. C'était un équilibre sur une ferme. Du coup, moi, je fais vraiment la différence entre l'agriculture industrielle et l'agriculture paysanne ou artisanale, quoi. Et en gros, bah, ça vient d'après la guerre, on va dire, de l'industrialisation de l'agriculture. Mais de toute façon, on le voit bien aussi avec les usines dans tous les autres secteurs, que c'est plutôt des machines maintenant qui travaillent plutôt que des artisans, quoi. Et du coup, bah ouais, nous on croit plus à l'artisanat plutôt qu'à l'industrialisation. Moi, je préfère voir des humains dans les champs plutôt que des machines. Donc c'est vrai que les paysans qui sont sur leurs gros tracteurs qui valent plus cher que ta maison et la mienne, quand ils nous voient avec la petite binette ou les genoux dans la terre, ils nous prennent un peu pour des fous. Sachant que les maraîchers de base, de toute façon, sont quand même un peu pris pour des tarés. À travailler comme ça, de cultiver en moyenne 40 espèces de légumes, c'est compliqué. Sachant que ceux qui font des vidéos sur YouTube, qui montent leur modèle, là, tu sais, qui récoltent tous les haricots une fois que je te parlais tout à l'heure, eux, c'est plutôt des légumes de plein champ, quoi. Donc, c'est des lignes de. Moi, j'ai été biné, des lignes de 400 mètres de choux, quoi. T'arrives au début, tu fais, ah, c'est quoi ce délire? Et puis, enfin voilà, on n'imagine pas. En fait, moi, ce que je conseille à tout le monde, déjà, c'est d'aller voir un truc qui s'appelle le Worldometer. Tu sais, c'est le compteur mondial. Ça, si t'as jamais vu ça, c'est flippant. Non, ça compte quoi alors? Et ben, en gros, alors c'est que de la théorie, mais c'est les statistiques mondiales, une addition de statistiques mondiales. Donc ça donne le nombre de naissances, de morts, de clopes fumées, tu vois, il y a des chiffres complètement débiles, mais ça te donne aussi le nombre de jours qui te restent de pétrole, de phosphore, parce qu'il y a un autre problème dans l'agriculture, c'est le phosphore, et ça c'est épuisable. Et du coup, c'est important de se rendre compte dans quel monde on vit. Enfin, t'as vu, là, on est 3, mais on est 7 milliards sur Terre. On peut même pas imaginer ce que c'est, quoi. Du coup, bah voilà, pour nourrir tous ces gens, c'est la Seconde Guerre mondiale. On a fait croire aux paysans qu'il fallait qu'ils aient des gros tracteurs, etc. Parce qu'il faut nourrir les gens, nourrir les gens, nourrir les gens. Moi, je rêve d'avoir plein de petits paysans sur des petits modèles. Et ça, c'est la résilience, en fait. Comme ça, s'il y en a un qui a un problème, il y a les autres à côté, ce que tu disais hier. Par exemple, tiens, il y a une autre chose intéressante à aller voir, c'est le calculateur Terre de Liens. Terre de Liens, je ne sais pas si tu connais cet asso qui rachète des terres pour les passer en bio, pour installer des paysans en bio. Ça, c'est génial. Et puis qui enlève la spéculation foncière en plus, je crois. Et du coup, ils ont fait un petit outil qui s'appelle le calculateur Terre de Liens. Donc ça, c'est assez démentiel. Où en gros, tu vas sur leur calculateur et ils te disent combien il faudrait de paysans pour manger bio et local. Dans ta commune, dans ta région, enfin, tu vois. Oh là là, ça c'est démentiel. Nous, on est entre Lavaux, dans l'Yonne, et Arquian, dans la Nièvre. On est vraiment à la frontière. Bah là, déjà, je crois qu'il faudrait 4 maraîchers à temps plein. Sachant que nous, avec Aurélie, maintenant, on représente même pas un temps plein, on va dire, et encore. Faudrait 4 paysans boulangers, un truc comme ça. Enfin, c'est démentiel. C'est des chiffres de fou. Mais voilà, on a je sais plus combien de millions de chômeurs en France. Notamment qui s'entassent dans les villes. Il y a plus de 65% de la population mondiale qui habite en ville. Je pense qu'il y en a beaucoup qui rêveraient de revenir à la campagne.
Donc ça, c'est un peu mon projet secret. J'en parle pas trop, mais moi, ce qui me donne envie, enfin, j'ai envie de mettre des petites graines dans la tête des citadins pour qu'ils quittent la ville déjà, qu'ils reviennent à la campagne. Alors s'ils peuvent revenir en Puisay, c'est génial, parce que nous, en 10 ans qu'on est arrivé, il y avait une école dans le village et 2 commerces, les 3 ont fermé. C'est très 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 compliqué, nos villages se vident complètement, quoi. Même si avec le Covid on a vu un petit retour, mais bon, c'est quand même pas ça, quoi. C'est pas comme ça qu'on va réouvrir des écoles, quoi. Que ces gens aient envie de reprendre l'agriculture et la vraie agriculture, bon, pour moi c'est l'agriculture bio, permaculture, agroécologique comme tu veux, mais tout l'inverse de l'agriculture chimique qui se base sur le pétrole. Parce que c'est pas parce qu'ils mettent, enfin, il y a non seulement leurs gros tracteurs en pétrole qui consomment énormément de pétrole, mais ça on les a en bio aussi, en grande culture, mais on a aussi les produits en fait. Les produits chimiques consomment énormément de pétrole. Et moi j'ai été bosser un jour dans une pétrochimie qui faisait des engrais, mais t'hallucines quoi, en fait, c'est démentiel quoi. Et c'est à côté des raffineries en général, c'est pas pour rien. Voilà, c'est les mêmes processus quoi. Et du coup, il n'y a pas que leurs tracteurs qui coûtent beaucoup de pétrole, il y a aussi leurs produits quoi. Donc cette agriculture, pour moi, n'est pas durable. Et nous, on imagine tout dans la durabilité. Donc voilà, on est bien face à nos contradictions, hein, toi, d'avoir des godets en plastique, des serres en plastique, de la tourbe, etc. Bah ouais, on sait qu'il y a des soucis là-dessus. On pourrait très bien trouver des solutions. Alors, il faudrait une moteuse pour éviter les godets plastiques. Ça consomme de l'électricité qui tourne au nucléaire. Il faudrait du verre pour remplacer les serres en plastique, mais bon, moi j'ai pas les moyens d'en acheter, et puis faut voir comment on fabrique le verre aussi. Mais voilà, il va falloir que massivement il y ait un retour à la terre comme l'ont fait les beatniks dans les années 60, puis les hippies. Mais un vrai retour à la terre, nous c'est un peu l'initiation, enfin le départ c'était ça, suite aux lectures de Pierre Rabhi, mais il y avait aussi les super conférences gesticulées de Franck Lepage, qui nous ont vraiment retourné. Il y a Solution locale pour un désordre global, Sous les pavés la terre, là, qui sont des films extraordinaires qui, moi, j'ai pas peur de le dire, ils ont vraiment changé ma vie, ces films-là, quoi, ou ces écrits. Mais il va falloir qu'on quitte la ville, quoi, c'est un danger. Et on l'a bien vu pour le Covid, hein, on meurt de faim en ville, quoi. Nous, ici, toi, comme je te disais, il peut se passer quoi que ce soit. On va peut-être manger un peu de pissenlit le temps qu'on installe le jardin. Mais voilà, tu peux pas mourir de faim à la campagne. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on, pareil, toujours avec la crise du Covid, nous on l'a vu, même des gens qui ne sont pas de notre bord politique, sachant que nous on est quand même plutôt altermondialistes, décroissants et puis plutôt humanistes. Donc voilà, je dirais pas notre bord politique, mais tu l'as compris. Et ben on s'est retrouvé avec des gens qui étaient profondément de l'autre bord. Et ben il y a une solidarité quand même quoi. Nos voisins d'en face, toi tout de suite, eux, ils avaient plus de boulot. Le lendemain où ils ont été mis au chômage technique, ils sont venus nous aider quoi. Et on a eu plein d'exemples comme ça. Et c'est ça qui est rassurant aussi quoi. C'est qu'à la campagne, voilà, malgré tout, on n'est pas d'accord politiquement, mais on s'entraide quoi. Et ça c'est génial quoi. Et par rapport à votre projet d'agriculture, tu dis que justement il faudrait ce retour à la terre. Et en même temps, j'ai pas l'impression non plus que ce soit facile quoi, ce retour à la terre et qu'on soit forcément accueilli à bras ouverts quand on fait ce retour à la terre avec un projet agricole alternatif. Donc, c'est le chemin de croix, c'est un chemin de croix, c'est l'enfer. Faut être soit fou, soit passionné, enfin, faut être de toute façon passionné, mais un petit peu fou. Et faut pas lâcher l'affaire. Voilà, nous ce qui nous caractérise avec Aurélie, sachant que là on voit, on a vu plein de fermes qui étaient installées en permaculture, qui ont arrêté, parce que voilà, permaculture ou pas, c'est un métier extrêmement difficile, quoi. Enfin, d'être paysan en général, ou à moins que tu sois sur 500 hectares avec un gavet de machines, mais voilà, quand tu es dans notre modèle de micro-ferme, de petites fermes qui se doit de respecter, d'avoir le maximum de cohérence, et ben t'en baves quoi, donc faut pas lâcher quoi, faut vraiment, et c'est là qu'il faut de la solidarité dans les copains, les collègues, faut trouver une solution. Les difficultés que vous rencontrez, elles sont liées à quoi en particulier ? L'industrialisation de la société de toute façon, ils veulent plus qu'on soit qualifié, ils veulent qu'on soit que compétent, on en parlait tout à l'heure, mais c'est l'industrialisation, c'est-à-dire qu'ils veulent que des grosses machines, on peut pas faire à la main, c'est con. Donc toi, au niveau de la concurrence ? Ah bah ouais, et puis puis maintenant que les supermarchés font du bio de partout, t'as vu, chacun a sa boîte et tout, bon, on sait pas trop d'où ça vient, mais voilà, même si c'est du bio, ça vient sûrement d'Europe de l'Est ou ou d'Espagne, d'Italie, où ils n'ont pas les mêmes salaires que nous. Donc c'est une vraie concurrence déloyale due à la mondialisation aussi de notre société. Et c'est vrai que ça fait peur en fait
Et puis ouais, c'est un chemin de croix, Donc faut pas lâcher l'affaire. Et faut pas hésiter à appeler au secours. Ouais, j'ai vu un super témoignage sur Facebook d'une nana qui a failli tout perdre. Comme nous, on a failli tout perdre, hein. On a failli se séparer avec Aurélie, on a failli perdre la ferme. Moi, je pensais à des idées très 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 noires. Parce que à un moment, toi, j'ai même pas 40, enfin si, maintenant j'ai plus de 40 ans, à peine. Mais j'ai déjà une hernie discale. Tu vois, là, je pleure tous les matins en me levant parce que ça coince de partout. Donc j'essaie de pas trop en parler pour pas dégoûter les jeunes, mais c'est là aussi, c'est la solidarité intergénérationnelle qui va faire la différence. Eux, ils savent pas, mais ils ont plein d'énergie. Nous, on sait un peu plus, on en a un petit peu moins. Bah voilà, c'est aussi de les respecter comme ils sont aussi, et d'être juste. On essaie d'être juste. Et du coup, pourquoi c'est dur? Bah parce que tu as vu, il y a encore des supermarchés low cost, ou je sais même plus comment on les appelle, là, les low machins, là, les Discount. discount, tu vois, quand tu vois qu'il y a des tomates. Ouais, nos tomates, par exemple, l'année dernière, elles étaient à 5 euros. 5 euros le kilo, elles n'ont pas changé de la saison. On n'a pas des rendements de psychopathe. Bah, tu vois que dans les discounts, t'en as quoi? Enfin, j'y vais plus, hein, je sais pas trop, mais c'est même pas 1 euro du kilo, quoi. Et sachant que 80% des tomates vendues en France poussent en hydroponie, donc sous perfusion. Elles sont pas dans la terre. C'est vraiment sous perfusion qu'on appelle ça, nous. Et 90% des tomates des tomates bio vendues en France sont des hybrides F1. Donc c'est pareil, F1, ce qui est rigolo, c'est que c'est comme la Formule 1, quoi. En fait, ça va se cracher du légume, quoi. Tu peux pas faire tes graines, mais ça, on te dit que de toute façon, faut pas le faire. Nous, on passe pour des fous parce que même faire nos plans à la chambre d'agriculture, ils te disent, mais non, on fait pas tes plans. Il y a une boîte là pas loin qui fait ses plans. Les serres sont chauffées par l'eau de refroidissement de la centrale nucléaire et ils te sortent des plans bio. Oui, ça, je te l'avais pas dit, mais voilà. Donc, je sais même pas le nom de la boîte. Ça, moi, ça me semble démentiel. Je ne comprends pas. Pour moi, le monde est fou, l'homme marche sur la tête et la terre tourne à l'envers, quoi. C'est pas possible. Donc, faut s'accrocher, faut continuer, faut donner envie. Donc, ouais, moi, j'imagine des milliers de fermes, des petites fermes en bio, voilà, qui vendent à leurs voisins, tu vois, où ça va maximum local. Bon, nous, on continue encore sur Paris. Alors, on est encore local, hein. Enfin, le local n'est pas défini dans la loi. On est à 180 km de Paris, il y a plein d'industriels qui disent que c'est du local, hein. Tu vois, là, je me suis fait appeler par une marketplace, j'ai même pas compris le nom de la demoiselle qui était adorable, hein, mais c'était en anglais, tout ça. Voilà. Nous, on fait que de la vente directe ou du circuit court, même si on est à Rungis, s'il y a nos produits à Rungis, c'est avec Benjamin, un gars qui a monté un vrai truc éthique, comme quoi même à Rungis, il peut y avoir de l'éthique aussi. Mais en gros, voilà, si on veut changer les choses, bah, faut aussi s'engager, quoi. Et tu vois, nous, comme je te disais, on voulait changer l'agriculture, bah, il faut à un moment s'y mettre, quoi. Et, et moi, je peux comprendre les gens qui lâchent l'affaire aussi, hein, qui laissent tomber, qui baissent les bras. C'est Ouais. compliqué. Justement, alors vous avez un modèle qui est issu de la permaculture et donc tu m'as dit que c'était très inspiré aussi de plein de références qu'on peut trouver notamment sur Internet et maintenant il y a plein de gens qui se forment grâce à des vidéos ou à des livres qu'on peut trouver sur la permaculture. Donc c'est hyper chouette. En même temps, votre modèle il a évolué par rapport à ça, je sais, et votre pensée aussi. Comment Je peux être hardcore ou pas? tu m'as dit que vous aviez aussi connu certaines désillusions vis-à-vis de ces références permaculturelles qui font d'ailleurs aujourd'hui pas mal débat et polémique. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous dire déjà quelles ont été ces désillusions-là? Bah ouais, alors là, on a 10 ans de recul, voire 15 ans de recul là-dessus. Bon, il y a une fameuse étude que tout le monde connaît si on s'intéresse un peu à la permaculture de façon professionnelle qui dit qu'on peut faire 35 000 euros de chiffre d'affaires sur 1000 mètres carrés. Moi, j'en suis pas capable. Pourtant, on a tout lu de la permaculture. Moi, j'ai passé, je sais pas, entre 5 et plus de 5 ans. Tous les jours, je tapais permaculture dans YouTube. J'ai tout vu, tout vu, tout vu, tout vu. Je cherchais, je dormais très très peu à l'époque. Donc voilà, je regardais beaucoup, beaucoup de choses. Bah tu vois, nous dans une terre, on a une terre très très lourde ici, bah tu vois, je suis bien content d'avoir mon petit tracteur avec le décompacteur derrière parce que physiquement j'y arrivais plus, on voulait tout faire à la main et bah je suis qu'un pauvre petit humain mais j'y arrive pas quoi, c'est tout. Et du coup, ouais, moi ce qui m'énerve c'est un peu Alors on est des grands rêveurs, hein. Moi je suis peut-être un peu rageux maintenant parce que je me suis fait avoir par tous ces doux rêves, mais alors il y a permaculture en tant que jardinier.
Et puis il y a permaculture en tant que professionnel, quoi. Bah, en tant que professionnel, tu es obligé de revoir un peu ta copie parce que l'éthique parfaite, d'être plus cohérent que le Bouddha, et bah pareil, moi j'y arrive pas. Je dis pas que c'est pas possible, je dis que moi je n'y arrive pas. Donc ouais, on s'est fait avoir par toutes ces illusions et malgré tout c'est extrêmement difficile. Bah toi quand tu fais une planche de carottes, t'as beau être en maraîchage en sol vivant, de semer sur une ligne de compost, etc. Bah il y a un moment, il faut quand même venir désherber un minimum ton rang, ou alors faut être très 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 fort et bah là ça demande des dizaines et des dizaines. Enfin, ça demande, ouais, on dit qu'un métier ça s'apprend en 10 ans, c'est 15 000 heures de pratique. Bah tu vois, nous on est bientôt à 10 ans. Mais pour le modèle en permaculture, je trouve que ce qui est intéressant dans votre message et votre retour d'expérience, c'est qu'il faut aussi parfois prendre du recul sur ce qu'on peut lire, parce qu'en plus en agriculture, tout dépend, comme tu disais, du sol, des conditions dans lesquelles on est. Et donc si certaines études sont faites dans certaines conditions, je pense qu'il faut aussi être bienveillant envers soi-même en tant que paysan et paysanne et accepter peut-être un peu de mécanisation si ça reste à taille humaine, quoi, non? Bah c'est ça, faut prendre soin de soi avant tout, je pense quand même, quoi, ce que moi je n'ai pas fait, toi, au départ, et c'est pour ça que je suis cassé en deux et qu'on est obligé de trouver d'autres solutions. Et puis il faut se méfier des solutions miracles, hein, enfin voilà, il y a eu plein, enfin grâce à Internet aussi, pourtant moi je me suis cultivé grâce à Internet. Voilà, tout est son contraire, mais voilà, faut se méfier des gars qui te disent qu'en buvant des jus de fruits, ton bras va repousser, ou que voilà, c'est véridique, hein, si tu connais pas ce truc-là. Mais en gros, si c'était facile, ça se saurait. Si la vie était facile, ça se saurait. Donc faut arrêter de rêver, quoi. Faut redescendre. Voilà. Et voilà, donc faut faire la part des choses. Et moi, le premier, hein, on dit que je me la pète, soi-disant, parce que voilà, on essaye de faire plein de choses. Bah, nous, on se remet, on se regarde dans la glace, on se remet en cause tous les jours. Voilà, je suis sûr de rien, quoi. Je suis sûr de rien. Je ne veux qu'apprendre. Donc si quelqu'un a vraiment des vrais arguments, bah voilà, j'écoute et puis j'apprends. Et puis tu vois, sur Dominique, ce qu'elle m'a appris aussi, c'est quand je gueulais sur les mecs qui mettent des produits chimiques, etc., qui nous gazent, parce que des fois le lieu-dit il est gazé par les produits chimiques, tu peux pas sortir de la maison, tu tousses, c'est horrible, quoi. Et ben, on s'en fout de leur choix quelque part, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi ils font ce choix. Et maintenant, moi qui suis au bout de presque 10 ans, là, les genoux dans la terre, ouais, bah, je comprends le mec qui met du Roundup, qui met du glyphosate, qui désherbe comme ça en chimie, parce que ça fait mal au dos, parce que c'est une souffrance, quoi. Donc je peux comprendre, je ne suis pas d'accord, je suis pas prêt à le faire, mais je peux comprendre ça, quoi. Donc voilà, faut comprendre pourquoi les gens font ce choix-là, c'est ça qui est le plus important, quoi. On est en pleine préparation de la foire aux plantes. Et là, tu peux nous dire ce que tu fais, Johan? Et voilà, du coup, je prépare en fait nos rôles pour ensuite les emmener en foire. Et alors là, tu charges quoi? Alors là, c'est du thym. Du thym commun. Moi, ça fait 6 mois que je travaille ici. Ça me plaît énormément. Après ça, je vais faire une formation, un BPREA. Puis après, voilà. Ok, trop bien. Et tu veux t'installer ou tu veux revenir travailler ici, toi, après? Pour l'instant, j'aimerais être salarié. Et puis après, pourquoi pas m'installer. À voir. Trop bien. Merci. Oui, bah de rien. Et Aurélie, là, c'est exceptionnel parce que vous préparez ce coup-ci 2 foires en même temps, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas une première, c'est une deuxième, mais c'est pas souvent. Et ouais, on n'est pas. On apprend encore rien, surtout qu'on n'a plus rien à vendre et on se demande ce qu'on va vendre tellement qu'on s'est fait dévaliser à la ferme. Trop de succès. C'est ça. Tu parlais de ton super binôme avec Aurélie et que c'était toute une aventure aussi de se lancer avec son mari, sa femme, son conjoint, sa conjointe. Est-ce que tu peux... Mais grave. Alors déjà, les hommes et les femmes, on réfléchit pas pareil. Faut pas se leurrer. On ne fonctionne pas pareil dans la tête, quoi. C'est pas J'ai même pas fini de poser la question. Il est lancé, c'est parti. Oui, on en a parlé. Alors attends, tu fais gaffe à bien être dans les godets noirs, hein, s'il te plaît. Ouais, nickel. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut faire attention, il faut garder vraiment, il faut raison garder, comme disent, mais il faut se faire accompagner. Donc voilà, il y a les ADR, il y a plein d'assauts qui peuvent nous aider à ça, mais il faut faire très 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 attention. Les ADR qui sont les associations de développement de l'emploi agricole et rural. Voilà,
Et ouais, faut se faire accompagner, faut accepter aussi, même moi, hein, déjà des fois se taire, même si tu as vu que c'était très compliqué, d'accepter ses erreurs, d'accepter qu'on ait eu tort, de le dire à l'autre. La communication non violente, c'est assez important malgré tout, nous, même si on n'est pas parfait. On en a des notions avec Aurélie, c'est des outils ultra importants. Et il faut faire attention parce que je pense que, malgré tout, si on fait ce métier-là, c'est quand même on court face à des conditions de vie qui nous plaisent, mais on a quand même un loyer, c'est la banque qui est propriétaire pour l'instant de notre maison, donc on court quand même après l'argent. Le temps c'est de l'argent, un minimum quand même. Faut aussi être dans la réalité du monde, qu'on est quand même dans que l'argent c'est pas sale, c'est juste un outil. Ce qui est sale, c'est de gagner 6 000 € par seconde comme le Français le plus riche de France. Mais voilà, on a quand même besoin de l'argent, on peut pas revenir au troc, je sais pas. Pas pour tout en tout cas. Pas pour tout, voilà, c'est juste un outil. Et du coup, la course à l'argent, ça vaut pas la peine de perdre sa femme, de perdre sa famille, de devenir fou. Moi j'ai pas honte de le dire, j'ai fait une thérapie d'1 an et demi avec un homme fabuleux. Et c'est grâce à ça que je suis en face de toi actuellement, quoi. Il y aurait eu 4-5 ans, je suis pas sûr qu'on t'aurait accueilli, ou comme ça, ou je suis pas sûr que tu aurais pu m'écouter comme ça, parce que j'étais beaucoup plus hardcore. Même si j'ai l'impression d'y être encore un petit peu, mais tu repasses dans 10 ans, et puis ce sera un peu plus zen. Mais faut prendre soin des uns des autres. Alors nous, on s'engueule régulièrement avec Aurélie, ce qui est normal, en grande partie à cause du boulot. C'est très très rare maintenant qu'on se dispute hors du boulot. Quand c'est pas la cause du boulot, mais là, on essaye de plus en plus. Elle et moi, on fait vraiment l'effort que ça dure pas des semaines, quoi. Parce qu'on s'est déjà disputé au départ qu'on bossait ensemble il y a 6-7 ans, on va dire, de s'engueuler pendant 2 semaines à cause de la taille d'un bouquet de persil, quoi. Alors moi j'étais psychorigide, mais elle un peu trop laxiste, tu vois. Et du coup, c'est invivable pour les enfants. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, faut prendre soin de soi. Et dès que tu prends soin de toi, tu prends soin des autres. Alors on est complémentaires parce que j'ai la chance d'avoir une femme comptable quand même dans une entreprise, c'est assez incroyable. Comme elle a la chance d'avoir un mari électricien, plombier. Voilà. Donc l'abaissement des charges aussi, ça c'est notre modèle, d'essayer de dépenser le moins possible, de faire le maximum nous-mêmes, même si des fois on peut pas. Mais faut prendre soin de soi et des autres et normalement accepter ses contradictions. Et puis envoyer de l'amour, ça marche, être généreux. Avant tout dans la famille. Il y a une super vidéo, alors c'est je crois les jardins de la... je sais plus comment il s'appelle ce monsieur qui dit il faut donner pour recevoir. Je sais pas si tu l'as vu ce film, ce petit reportage. J'ai pas vu ça, mais j'ai déjà entendu ça. Ouais, mais j'ai honte de pas le citer parce qu'il est vraiment extraordinaire ce monsieur. Et son jardin il est assez incroyable. Et tout le long de la vidéo il dit ça, il faut donner pour recevoir. Donc c'est aussi la générosité. Alors c'est assez biblique comme pensée, mais souvent j'ai l'impression que c'est enfoncer des portes ouvertes de dire un peu ces phrases entre guillemets de bisounours. Et pourtant c'est tellement oublié dans notre quotidien et tellement peu valorisé dans notre société, alors que c'est tellement regarde aussi les quand même... burn-out, regarde les suicides qu'il peut y avoir, regarde là il y a les hôpitaux psychiatriques avec le Covid n'ont jamais été autant remplis, il n'y a jamais eu autant de suicides chez les jeunes, mais moi ça me rend ouf, quoi. Mais les gens qui ont envie de se suicider, envoie-les-moi et on va les faire semer et ils vont trouver un sens à leur vie, quoi. Puis avec Aurélie, tu disais, donc prendre soin de soi et comment vous faites aussi avec votre vie de famille pour trouver un équilibre, et je pense que c'est aussi garder du temps pour soi. Est-ce que vous y arrivez à ça aujourd'hui ? Alors aujourd'hui non, concrètement non, parce que là on bosse 80 heures par semaine, voilà. Là, alors, oui, pour revenir juste sur notre parcours, après les 7 ans de bénévolat au sein de l'association, moi j'étais intermittent du spectacle, je suis encore à mon statut social, mais là on vient depuis le 15 novembre d'être agriculteur, donc on a le droit aux aides à l'installation, donc là si tu reviens l'année prochaine, tout va changer. Donc nous on s'est trompé pareil dans les... dans les investissements, on voulait pas aller voir les banques au départ parce qu'on s'est fait avoir aussi par le truc de non, faut pas aller voir les banques et tout parce que les banques elles veulent pas. Nous on a une banquière adorable. Elle est géniale. On a notre directrice elle est géniale. La directrice agricole de notre banque, elle est géniale. Notre conseiller, il est génial aussi. Donc c'est con, moi qui étais plutôt contre le système bancaire, je me retrouve bien piégé parce que c'est des gens adorables. Et si souvent les banques suivent pas, c'est que le projet il est bidon aussi, quoi, ou qu'il est pas, on manque d'expérience, qu'il n'est pas suffisamment concret, quoi.
Et nous, on n'avait même pas été les voir parce que je me croyais plus intelligent que tout le monde. Hein, encore l'arrogance, mais donc j'ai pris cher. mais, mais du coup, on partait sur un tout petit peu d'investissement. Donc en moyenne, en maraîchage bio, on dit qu'en Bourgogne, il faut entre 60 et 80 000 euros d'investissement par personne. Nous, on avait commencé avec 30 000. Donc un quart de ce qui est prévu, vu qu'on est deux. Ouais. En tout, ouais, avec les clôtures, la cabane des animaux, enfin, tu vois. Ah bah ouais, j'ai fait mon malin, bah du coup, j'ai mal au dos maintenant. Et du coup, bah là, après notre BPREA, après notre parcours à l'installation avec la chambre d'agriculture, et bah ouais, on est à peu près à cet investissement-là, quoi. Donc là, ça va être de plus en plus facile. Donc nous, on voit la fin du tunnel, le début de la lumière, là, c'est cool. Donc on se dit que ça va aller de mieux en mieux. Grâce au Covid, notre avancée sociale l'année dernière, c'est d'avoir eu notre dimanche, ce qui était incroyable. Parce que toutes les foires ont été annulées, parce que il y a 2 ans, du 1er mars au 1er juillet, c'était pas un seul jour de repos. On est entre 10 et 12 heures de travail par jour. Et quand on est en foire sur Paris, du vendredi matin au lundi midi, c'est 80 heures de travail en plus. Donc tu vois, enfin, je sais même plus combien ça fait, mais tu m'étonnes que le corps il lâche à un moment, quoi. Donc tout ça pour aller courir après l'argent. Donc moi, Et aujourd'hui, vous arrivez à bien vivre de votre activité? alors bien vivre, ça veut dire quoi bien vivre? Est-ce que vous Financièrement, arrivez à vivre financièrement et financièrement c'est 80 heures semaine chacun pour 500 balles chacun qu'on tire dans l'entreprise. Donc c'est pas foufou. C'est pour ça que les jeunes, quand je leur dis, eux qui sont en service civique, ils ont 550 € pour 24 heures semaine. Je pense que là, ils voient aussi qu'on n'est pas des patrons tyrans parce qu'ils gagnent plus que nous. Mais nous, ce qu'on vise, c'est le SMIC dans 4 ans. Donc tu sais, le parcours à l'installation, c'est 4 ans. Donc dans 4 ans, il faudra qu'on se tire un SMIC chacun avec Aurélie. On en reparle dans 4 ans, mais je pense qu'on y arrivera parce qu'on a l'envie de le faire. Et on va y arriver, on le sait. Et puis bon, on a les 7 ans d'expérience d'avant aussi qui nous servent beaucoup. Et là, les investissements qui vont aussi vous permettre de vous donner les moyens d'y arriver. Bah, tu vois, les 2 camions qu'on a pu acheter grâce à notre installation, bah, l'année dernière, voilà, j'ai passé 15 jours de ma vie à aller chercher et à ramener des camions au loueur local. 15 jours en tout, quoi. C'est démentiel. Bah, du coup, là, j'ai 15 jours de moins, quoi. Tu vois, tu as bien vu quand il faut transporter les rôles de plantes là, d'un tunnel à l'autre, la galère que c'est, vu la pluie qu'on a depuis un mois. Les rolls, c'est des espèces de chariots. Ouais, les chariots horticoles avec lesquels on transporte nos plants, qui sont beaucoup plus faciles, sachant qu'avant on transportait tout à la main ou tout dans des caisses, quoi. Enfin voilà, on a 35 000 plantes, t'imagines, c'est démentiel. Bah ouais, là on va faire des petites allées bétonnées, bah ouais, on va un peu bétonner la nature, mais bon, voilà, si ça permet qu'on puisse continuer, je préfère ça plutôt que... parce que c'est simple, 6 mois après qu'on soit arrivé, il y a le paysan d'à côté qui est venu nous voir en nous demandant si on voulait pas revendre l'hectare là. Tu vois. Et du coup là il serait venu traiter à 5 cm de la grange avec des produits chimiques. Et du coup pour nous il y aurait beaucoup moins de biodiversité. C'est assez cool parce que dans l'épisode précédent, on avait le conseil de ne pas surinvestir au début. Et là on a le conseil inverse, mais qui est tout aussi vrai, de ne pas sous-estimer l'investissement de départ pour pouvoir se lancer aussi de manière... en fait, c'est bien dimensionner ces investissements et se faire accompagner, ça peut Voilà, d'où une certainement bonne formation, être, un bon accompagnement, plusieurs pistes d'aller voir. Ici, au Jardin des Torrens, un de vos chevals de bataille, c'est sur les semences paysannes, si je ne me trompe pas. Est-ce que du coup, François, tu peux nous dire pourquoi c'est important le sujet des semences et quelle est la situation aujourd'hui? Alors bah, c'est simple, à l'origine du jardinage, quand on était encore en région parisienne, on a essayé de récupérer des graines de melon, on avait laissé un brocoli pousser, on avait essayé simplement de refaire nos graines comme ça et on a vu que ça capotait. C'était naze, c'était dégénératif, quoi. Voilà. Du coup en gros nous voilà, le sujet c'est quand même l'autonomie. Donc l'abaissement des charges, essayer de se débrouiller au maximum par nous-mêmes. Donc les semences, ça paraît normal qu'on fasse un maximum nos semences. Alors là, on n'est pas autonome en semences, hein. Pas encore. Et en fait, l'autonomie même sur une ferme, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit en réseau, qu'on soit plein d'acteurs, parce que forcément, tu loupes des choses. C'est obligatoire ça. Donc voilà, moi si je loupe mes carottes, si toi t'en as, on peut se les échanger, etc. Donc ça amène aussi la solidarité avec les autres peuples du monde et les autres paysans sur d'autres continents aussi. Mais voilà, il nous semblait important d'aller au maximum à l'autonomie. Donc d'essayer de faire au fur et à mesure. Alors ça fait vraiment 3-4 ans qu'on a commencé, donc on en est loin de l'autonomie, même dans le réseau.
là on en parlera après, mais vu qu'on fait partie du réseau Semences Paysannes, on a développé une maison de la semence et on vient de créer un groupe de professionnels. Et dès qu'on aura le temps, on va créer un groupe de jardiniers aussi amateurs. Et l'idée, c'est de conserver un maximum de variétés, enfin, d'espèces et de variétés dans les jardins. Parce qu'il y a non seulement l'autonomie sur le territoire, donc la résilience. Si tu veux que tes plantes s'adaptent, eh ben, faut que tu les reproduises dans ton terroir, dans ta région. Qu'elles soient adaptées à ton climat. Alors je crois que ça s'appelle même le climax quand ça parle du sol, etc. Mais voilà, c'est aussi l'adaptabilité. Et nous, on l'a vu, hein, on a des plantes beaucoup moins malades. Bon, après, c'est tout un bazar dans les croisements, etc. Donc là, c'est un vrai métier. C'est là aussi qu'on voit que c'est un vrai métier. Donc c'est pour ça que je dis qu'on en est loin aussi, quoi. Mais voilà, autonomie et adaptabilité, ce sont les deux principales envies qu'on avait en faisant nos semences, quoi. Et ça semble être du bon sens. Comment ça se passe aujourd'hui en fait? Et pourquoi c'est une vraie démarche un petit peu militante quand même de vouloir faire ces semences et de vouloir retrouver une autonomie en semences? Parce que c'est quoi la situation aujourd'hui en fait? Le monde agricole n'est plus du tout autonome en semences. Ah bah non, comme je te disais tout à l'heure, on te dit même les maraîchers de ne plus faire nos plants, donc de faire nos semences. Là-dessus aussi, on passe pour des tarés. Mais c'est surtout, encore une fois, l'industrialisation. Le chiffre d'affaires en France sur la semence, c'est 6 milliards d'euros. Et c'est pas toi ou moi qui le font, quoi. Ça reste des entreprises que je ne vais pas citer pour pas que tu aies de problème, mais on les connaît très très bien. Il y a des émissions qui en parlent beaucoup mieux que moi aussi. Et du coup, non seulement il y a des brevets qui sont mis sur ces semences, des brevets de propriété intellectuelle. De base, légalement, tu n'as pas le droit de les reproduire parce qu'elles appartiennent à des gens. Et puis en plus, ils font en sorte qu'elles soient dégénératives. Alors moi, je suis pas un expert là-dessus, moi je suis un faiseur, hein, donc voilà. Là, j'invite tout le monde à aller voir le site du réseau Semences Paysannes qui apporte beaucoup de questions. Le réseau Semences Paysannes, donc c'est l'acteur majeur pour la semence libre en France, qui regroupe, il y a la Fédération nationale de l'agriculture biologique, enfin il y a plein d'acteurs. Et en gros, ensemble on est plus fort, quoi. Donc moi ça me rassure beaucoup. Là, j'attends les organismes qui sont censés gérer tout ça, parce que nous, alors je sais même pas si on est dans l'illégalité ou pas, parce qu'il y a des choses qui changent en perpétuel, enfin ça change tout le temps, c'est un bazar sans nom. Ce qui est sûr, c'est que nous on est contre le brevetage du vivant, c'est interdit, c'est politiquement, enfin moi je ne veux pas. Donc de toute manière, on s'opposera toujours à ça. Et les fameuses semences F1, c'est ça? Ouais, hybride F1, donc quand il y a HF1 ou F1 sur les sachets de semences ou sur les plants, en gros, ça sert à rien. Enfin, vous n'avez pas le droit légalement de les reproduire. Bon, si t'es un petit jardinier, on va pas venir vraiment t'embêter. Mais de toute façon, ils font en sorte que ce soit dégénératif. Alors toujours pareil, c'est pour nous enlever notre autonomie, non seulement des paysans, mais du peuple tout court, quoi. Il y a des peuples dans le monde, à chaque mariage, ils offraient un plateau de semences, quoi. C'était ça, voilà. Je t'offre pas des bijoux, mais je t'offre un plateau de semences, et ça, voilà, je t'offre l'autonomie alimentaire. C'est quoi les choses qu'on a besoin? C'est déjà de manger, c'est de boire. Enfin, déjà de manger, c'est important, de manger à sa faim. Donc, c'est des Formule 1. Souvent, si tu suis pas le mode d'emploi, entre guillemets, donc s'ils sont pas sous perfusion, l'hydroponie, soit blindés sous perfusion d'engrais, etc., de produits chimiques, ça marche pas, quoi. Nous, on a fait des essais parce qu'on s'est trompé. Je crois que c'est l'année dernière, j'ai fait une bêtise en commandant les graines et j'ai commandé un F1, je sais pas pourquoi. On a vu la différence avec les graines de Yannick sur de la courgette notamment. Il y avait 2 rangs, semés le même jour, repiqués le même jour avec les mêmes conditions. Le F1, ça ne l'a pas fait du tout, quoi. Alors ouais, nous on paille, on arrose très peu. Effectivement, ils s'en sortent pas, les pauvres, quoi. Voilà. Et alors aujourd'hui, c'est illégal ou pas illégal en fait ces semences paysannes? Parce que c'est très flou, j'ai l'impression, et en préparant un petit peu l'épisode, j'ai eu plusieurs lectures où justement on pouvait lire que de ressemer une semence qu'on avait achetée auprès d'un semencier avant, c'était illégal. Et également que de vendre des semences qui n'étaient pas brevetées au catalogue. Pas inscrites au catalogue. Pas inscrites au catalogue. Alors pour notre sécurité alimentaire, sachant que l'État veut veiller sur nous et tout contrôler dans notre vie, c'est mon avis, il y a un catalogue officiel des variétés, des choses qu'on a le droit de semer ou pas, quoi. Et si t'es pas dans ce catalogue, t'as pas le droit. Moi je te dis, de toute façon ici, c'est illégal de breveter le vivant.
Donc c'est de la désobéissance civile. Je ne sais même pas où on en est actuellement. Je crois qu'on a le droit de vendre des graines et les plants aux particuliers. Je crois qu'on n'a pas le droit aux professionnels. Mais alors la loi européenne dit un truc, la loi française dit un autre truc. Qu'ils arrêtent quoi, qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Là, il est temps que Donc les vous, gens vous se faites. lèvent. Bah nous on fait et puis on les attend. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont me mettre en prison parce que je vends des graines de tomates. Bah qu'ils le fassent, j'irai me reposer comme ça. Mais, donc je peux pas te dire, mais voilà, il y a toutes les infos sur le réseau Semences Paysannes en tout cas. Du coup voilà, faut aller voir, faut soutenir les paysans, faut des fois être un peu à côté de la ligne, à côté des règles. De toute façon, les lois, on les Pour mieux respecte. les faire bouger. C'est ça, ouais. Alors j'ai pas envie, moi, d'en faire spécialement la pub. J'ai pas envie de dire je suis un rebelle qui fait ceci, cela. Je m'en fous, en fait. Ce qui est sûr, c'est que les gens, ils adorent ça. On nous demande de plus en plus, grâce à Cache Investigation sur les tomates qui est sorti l'année dernière, elle est géniale là-dessus. Et nous, on l'a vu le week-end d'après qu'a été diffusée cette émission, des gens qui se pointaient, qui n'avaient jamais jardiné, qui arrivaient sur notre stand et qui nous demandaient si c'était des hybrides F1. Donc ça, j'adore. Voilà, merci Élise Lucet, quoi. Elle a fait bouger les lignes aussi. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur le réseau Semences Paysannes et que tu nous dises exactement qu'est-ce que vous faites dans ce réseau-là? Alors nous, il nous semblait important déjà, vu qu'on a toujours fait que des variétés naturelles, de rejoindre ce réseau déjà par soutien, par sécurité aussi, parce que quelque part ça nous aide d'être ça nous rassure d'être dans un réseau d'acteurs qui font la même chose. Après, il y a une aide juridique, il y a plein de conseils, il y a un gros soutien de leur part, ils font un super boulot, vraiment merci à toutes et à tous. C'est essayer de faire bouger les lignes, donc de faire de la politique. Donc d'essayer d'influer. Alors il y a 20 000 lobbyistes à Bruxelles, il ne doit pas y en avoir beaucoup du réseau Semences Paysannes, voire pas du tout. Mais voilà, c'est de faire bouger les lignes, de défendre nos valeurs, de ne pas breveter le vivant. Est-ce que vous faites aussi de la sensibilisation? Est-ce que vous avez une grénothèque par exemple? Alors la grénothèque, nous, là on manque de temps malheureusement pour faire le côté un peu militant. On avait fait nos portes ouvertes, on avait fait 3 portes ouvertes. Bon, le Covid, là, il nous a un peu calmés. Mais les portes ouvertes, à chaque fois, il y avait Yannick qui faisait une conférence ou un atelier sur les semences. Il y avait aussi Vincent Lefebvre, qui est un ami qui nous soutient beaucoup, qui est paysan meunier. Du coup, il fait de la farine aussi. Lui, il a des centaines et des centaines de variétés sur sa ferme. Et on fait ces animations-là. L'idée, après, on voulait en faire un festival. On va en faire un festival qu'on va appeler Rock and Bio. On fait non seulement des événements publics, on a fait la fête des semences paysannes, donc tous les ans on va y participer, c'est au mois de septembre. Tout ça, ces actions de sensibilisation, c'est pour nourrir notre besoin d'éducation populaire. Donc l'éducation populaire, c'est l'éducation politique des jeunes adultes. Allez vous référer aux conférences gesticulées de Franck Lepage. Et en gros, nous on l'a transformé un peu dans l'éducation politique paysanne, écologique. Et du coup, on montre que c'est possible de faire des choses assez simples du moment qu'on redevient responsable, quoi. Donc déjà, avec le Covid, on a bien vu que tous les gens sont revenus au jardin, ça c'est génial. Et puis après, il y a des choses très simples. Alors je vais te donner un petit côté pratique sur la tomate. Vu que tu m'avais dit qu'avec ta maman, tu galérais un petit peu. Bonjour la maman de Sarah, mais je vais vous expliquer. Alors du coup, pour la tomate, le plus simple à faire, c'est tu prends 2 godets, tu mets du terreau dedans, de la terre de jardin, peu importe, un petit peu humide. Tu coupes une tomate en 2, tu mets le côté plat sur la terre. Tu la laisses dégénérer gentiment, tu fais en sorte que ça reste un petit peu humide quand même. Une fois que les grands froids sont arrivés, tu le rentres au cellier, à la cave, peu importe. Tu ressors ces 2 petits godets, on va dire début mars, tu arroses bien, tu mets ça à la chaleur et ça repart tout seul. Et tu as fait tes tomates de façon naturelle. Ok. Il n'y a pas plus simple. Et ça, c'est la version naturelle. Il faut de la place pour ça. Ça dépend tout le monde. Après, voilà. Non, mais toi, tu vis à la campagne. Mais attends, pense à ceux qui vivent en ville. Comment ils font? Quelle idée. Faut quitter la ville. Mais non, Puisaye, il y a plein de places. Ouais, faut de la place. Ah oui, mais bon. Mais t'as pas un petit tips pour récupérer les graines de tomates sinon, pour pouvoir les mettre dans une enveloppe? L'autre solution, sinon, c'est... il faut prendre les graines de tomates, les mettre dans un petit verre, avec le jus de l'intérieur de la tomate. S'il n'y en a pas assez, il faut rajouter un petit peu d'eau, il faut que ça reste bien liquide. Tu laisses à l'intérieur, à température ambiante, 2-3 jours, il faut qu'il y ait un filet, un petit film blanc au-dessus. C'est-à-dire que là, il y a une macération alcoolique qui s'est créée, qui va permettre de stériliser les graines au niveau des pathogènes. Et là, une fois que tu as ça, tu les mets dans une passoire, tu laves bien,
Et tu vas voir que le petit côté gélatineux autour s'est enlevé. Tu fais sécher. Alors, il y en a qui font ça sur du sopalin. Moi, j'aime moyen. Parce que après ton sopalin, ça colle. Du coup, soit tu remets ta feuille de sopalin sur de la terre et ça va germer tout seul. Soit tu mets ça sur une assiette, tu laisses bien sécher. Tu effrites gentiment quand c'est séché. Tu mets dans une enveloppe. Tu as fait tes graines de tomates. Il n'y a pas plus simple. Super, merci pour ce tuto. Je t'en prie. Et donc en fait, pour conclure un petit peu sur cette partie, sur les semences, il y a un vrai lien, comme tu le disais, avec retrouver de l'autonomie en fait des paysans et des paysannes sur leur ferme. Et concrètement, du coup, aujourd'hui, comment un paysan ou une paysanne redevient autonome en semences dans son activité agricole? Ça, c'est un boulot de dingue, hein, déjà. C'est encore. Enfin, moi, je peux comprendre aussi que les maraîchers qui bossent comme des fous puissent pas faire leurs semences. Donc, en gros, il va peut-être plutôt. Moi, je trouve que peut-être plutôt qu'il faudrait qu'on ait dans chaque territoire un semencier ou que chaque paysan ils en fasse un petit peu. Mais faut pas se lancer sur son autonomie entière. Nous, on le fait parce qu'on fait beaucoup de plants aussi. Et que vous les vendez aussi? Les semences, ouais, on vend les semences, on vend les plants. Et puis que quelque part, que les clients ils nous disent que nos plants ils sont beaucoup plus adaptés que que les plants qu'ils trouvent chez Jardin Trucs ou Truffland. Donc ça, oui, nous, ça nous a motivés à le refaire. Et puis, tu vois, sur l'autonomie, alors Yannick, il a créé sur la Bourgogne un groupe d'échange. Pour te dire, là, ça fait 2 ans que grâce à cet échange-là, nous, on économise environ 1 000 euros sur l'achat de nos semences, qui était environ de 3 000 euros à l'année, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de plants. Hein. Mais voilà, ça fait entre 25 et 35% d'économie, quoi. Grâce au troc de graines, en fait, c'est ça? Grâce à l'échange professionnel de graines qui a été initié par Yannick. Donc voilà, c'est quand même pas mal, quoi. Et puis après, c'est aussi, moi, je vais essayer de responsabiliser les jardiniers amateurs. Donc ça veut dire tous passer par une formation. Et du coup, moi, je verrai le groupe de jardiniers amateurs comme plutôt des gardiens. Voilà, les gardiens, alors plutôt une variété, 2 variétés, 3 variétés. Quand les professionnels, on va peut-être pouvoir en faire plus parce qu'on a souvent plus de place, mais que grâce aux jardiniers amateurs, voilà, on soit sûr de garder ces variétés et qu'elles soient adaptées et que tout le monde puisse en bénéficier, parce que aussi la semence, c'est de la solidarité. Enfin, je sais pas combien il y a de graines dans une tomate, mais c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, ça veut dire c'est de l'échange, c'est du partage, t'as vu, dès que tu rencontres un jardinier, comment tu fais ci, comment tu fais ça, tiens, je te donne des semences de ça, t'as vu, toi t'es arrivé avec des graines, tu vas repartir avec d'autres. Ce que je trouve important dans ce que tu viens de dire, dans comment retrouver cette autonomie de semences, c'est de ne pas la penser à l'échelle de la ferme, de chaque ferme individuellement, mais vraiment de la penser à l'échelle d'un territoire et du coup de créer du lien et de la solidarité, comme tu dis, entre les acteurs, entre les paysans de ce même territoire, pour pouvoir s'échanger ces semences, partager cette charge de travail qui a l'air quand même immense, et cette responsabilité, comme tu dis, parce qu'on est tous concernés aussi par la biodiversité et se nourrir, quoi. C'est quand même ce qu'on fait chacun 3 fois par jour. Voilà, c'est ça, quoi. Est-ce que pour terminer, tu peux nous raconter un de tes meilleurs souvenirs ici au Jardin des Torrens? Oh là là, tu me prends de court. J'en ai tellement, en fait. J'en ai tellement, mais je crois que les meilleurs souvenirs qu'on a, déjà, c'est... Alors, tu vois, je vais te citer une petite anecdote. Nos enfants sont du mois de septembre. Donc, souvent, en début d'année, on fait l'anniversaire à l'école. Et moi, pour me marrer, en fait, plutôt que de ramener des bonbons industriels, plein de colorants, plein de saletés, et ben, on ramène 2-3 kilos de tomates cerises, quoi. Que nous, on appelle des bonbons. Et du coup... c'est assez rigolo parce que les maîtresses qui sont adorables et qui sont vraiment super, les maîtresses de nos enfants, elles ont du mal à en manger une, souvent des fois, sur les 3 kilos qu'on ramène, tellement que les gamins ils adorent ça, quoi. Donc ce côté bonbon, ce côté, il y a des parents d'élèves qui nous ont appelés un jour, qui avaient acheté des tomates cerises, qui nous rappellent qu'en disant mon fils, je sais plus, il avait 5-6 ans, il n'y a plus de bonbons, il n'a plus de tomates cerises, est-ce que je peux passer, je sais que vous n'êtes pas ouvert, mais est-ce que je peux passer exceptionnellement, voilà. Et du coup, c'est ça, c'est l'émerveillement des enfants, l'étincelle dans les yeux quand on goûte les bonnes choses, quoi. Et comment ça peut être aussi bon. La gourmandise. Voilà, ce qui sauvera le monde, c'est la gourmandise. Voilà, il faut devenir paysan, il faut continuer. Alors, je sais pas si c'est le mot de la fin, mais voilà, il faut quitter la ville si vous avez envie de quitter la ville. Il faut aller dans l'agricole, même si c'est dur, mais rien n'est facile dans la vie.
Il faut croire en ses convictions, croire en soi. Aussi, la confiance en soi, ça c'est très compliqué dans notre société actuellement. Et puis pas avoir peur d'aller demander à l'aide à ceux voilà, qui peuvent nous aider. Et puis pas lâcher l'affaire, quoi. Voilà. Et puis rester gourmand. Et voilà, la gourmandise sauvera le monde. Trop bien. Merci beaucoup François. Ce sera donc un joyeux mot de la fin. Eh ben ouais, avec plaisir. Merci de ta venue et de ta visite. Et tu reviens quand tu veux, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à François et Aurélie de m'avoir accueilli pendant cette semaine. Le sujet des semences est à la base de notre sécurité alimentaire et il semble alarmant que la majorité des agriculteurs et agricultrices aujourd'hui dépendent de semenciers industriels pour pouvoir semer ce qu'ils vont récolter chaque année, sans même pouvoir ressemer les graines de leur récolte ensuite. Le combat pour les semences paysannes est non seulement un enjeu majeur pour que l'agriculture retrouve une autonomie à l'échelle des territoires, mais également pour conserver, retrouver ou redévelopper des semences adaptées aux territoires dans lesquels elles pousseront, à leur climat et à leur sol par exemple. Nous retrouvons donc aussi ici un enjeu de résilience face aux changements climatiques en cours. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts pour m'aider à faire connaître les mains dans la terre. Merci et à bientôt!